la question du métissage, c'est quelque chose qui est, au final, enfin, surtout pour une femme métisse dans une société noire, en fait, elles sont juste sexualisées. Beaucoup. De ce que J'ai je, reçu, je pense, 200 demandes en mariage sur LinkedIn. non, mais c'est clair, c'est clair. Et Et encore ça, ça ce ne sont les m'étonne même demandes pas. polies. Mm. Ah, mais ça m'est arrivé de me retrouver avec des personnes haut placées qui me mettaient une main à la fesse en ayant le sentiment que c'était normal, ou des invitations déplacées que j'ai eues en disant mais moi je pars en Afrique du Sud la semaine prochaine, si tu veux, je t'emmène avec moi. Ah bon, il faut que... Moi je disais ok, il faut qu'on parle des modalités. Oh, mais t'inquiète pas, j'ai une chambre avec un lit assez grand, donc tu vois, j'ai eu quand même des réflexions comme ça. Et quand on est une femme dans ce milieu qui est encore gouverné par les hommes, c'est très difficile de se positionner. Et en même temps, j'ai aussi le sentiment que les femmes sont très méfiantes les unes des autres, toujours, et qu'on a perdu cette sororité un peu. Donc, Mhm, c'est difficile entre femmes et c'est aussi difficile avec les hommes. Parce mhm, qu'il faut, avec les hommes, il faut montrer encore plus, il faut travailler 2 fois plus pour s'imposer, parce que déjà, une femme, si on est plus jeune encore, donc c'est encore plus compliqué pour se faire respecter, il faut montrer les limites très tôt, sans mhm, être agressif. Il faut mhm, savoir positionner ses limites en disant, écoute, tu es gentil, mais ça m'intéresse pas. Là, je viens pour travailler et je viens pas pour que tu m'offres à déjeuner ou à dîner ou que tu me proposes qu'on aille à l'hôtel. Et mhm. puis, avec les autres femmes, c'est de dire, écoute, on n'est pas dans la compétition de savoir qui est la plus belle ou la Bah plus oui, appréciée. On est là on pour s'en fout. partager, pour essayer de grandir ensemble. Donc, c'est vrai qu'effectivement, la position de la femme est un peu compliquée. Mhm. Mais Et encore plus quand c'est un mélange de cultures. bah oui, quand tu te retrouves avec quelque chose de justement haut placé et qu'il décide par son pouvoir divin, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai Après, c'est regardé la arrivé plusieurs personne. fois. Ah oui, oui. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai regardé la personne et je lui ai dit, bon, je pense qu'il est temps pour moi de partir. Et je me suis levée et je suis partie. Mhm. Et en plus, oui, les gens, ils se gênent pas. Je crois même que ce jour-là, j'étais avec mon fils que j'avais emmené avec moi sur l'événement et les gens vraiment ne se gênent pas, oui. Mais voilà, c'est pas grave. Il y a des gens qui Ouais. m'ont dit non mais Ambre, tu te plains de quoi? Ah Il y a des bon? femmes qui sont belles, qui aimeraient bien, il y a des femmes qui aimeraient bien que ça leur arrive. Toi, tu es jolie et ça t'arrive souvent, tu te plains. Je dis mais peut-être que j'aimerais qu'on me voit autrement que juste par un physique, qu'on Bah se oui. dise elle a un cerveau et qu'on respecte son cerveau et qu'on n'essaie pas de lui attraper la hanche pour montrer qu'elle est jolie. Ça m'intéresse pas ça. Non, mais Moi, je veux carrément. montrer que j'ai des compétences et c'est pour ça que je suis là. Dieu merci, j'ai des traits de caractère qui peut-être correspondent à, comment dire, aux critères de beaucoup de personnes, mais c'est pas ça que je suis. Avant Mhm, d'être une femme métisse, je suis aussi un cerveau mhm, et quelqu'un qui se bat pour faire évoluer les choses. C'est ça que je veux qu'on retienne de moi. mhm. Et c'est Ouais, ça, on c'est vit fou. dans une société patriarcale qui est encore plus dominante dans les cultures africaines et où ils avaient ce pouvoir un peu, c'est l'homme qui ramène l'argent. Si tu veux serrer une petite go, comme on disait à l'époque, tu Ouais. l'emmènes au maquis, tu lui montres que tu as de l'argent et puis voilà, tu vas voir ce que tu veux. Mais sauf qu'aujourd'hui, la femme, elle est indépendante. On peut nous-mêmes s'occuper de nos finances, gérer les enfants, gérer la maison. Donc, un homme qui doit être avec nous, c'est un homme qui doit nous respecter et avoir sa place dans notre vie. On va Mhm. pas simplement accepter d'être avec quelqu'un parce qu'il nous offre un verre ou qu'il nous offre un resto et ça y est, hop, on y va. Non, on a besoin de plus que ça maintenant. On est devenu Mhm. exigeante. Non, mais carrément, carrément. Waouh. Ah, c'est fou. Et ça me fait réfléchir. Ça montre aussi pourquoi les femmes s'hypersexualisent. Il y en a plein qui grandissent dans le but de trouver quelqu'un. Oui, Pour, mais ça, c'est la société. Et mm, tu sais, moi, j'ai acheté à ma fille, déjà, les Walt Disney sont interdits à la maison. On regarde mm, pas parce que je veux pas qu'elle pense qu'elle doit attendre un prince charmant comme moi, j'ai attendu pendant des années. effectivement. Un prince charmant qui va venir me sauver sur son cheval et qui va être parfait. Non, ça n'existe pas. L'être humain est beau dans sa complexité et quand on rencontre quelqu'un, on doit essayer de s'adapter les uns aux autres. Mm, Moi, ça m'a mm. pris 38 ans et deux grosses séparations avec des personnes pour comprendre ça. Mais je lui ai acheté un livre qui dit, d'un côté, les filles peuvent aussi, donc c'est les filles qui sont astronautes, les filles jouent au ballon, les filles se déguisent en chevalier, et les garçons peuvent aussi, les garçons peuvent porter du rose, les garçons Mm, peuvent mm. aimer faire de la danse classique. Et c'est vraiment, voilà, et c'est vraiment essayer de lui expliquer que on ne vit pas à travers, il faut sortir de cette société sexualisée. Un Mm. homme ne doit pas pleurer,
il doit être fort. Une fille doit être une princesse. Elle doit s'habiller, mettre en avant ses atouts. Si tu as des seins, il faut les montrer. Si tu as des belles fesses, il faut les montrer. Parce qu'en fait, c'est une société où on a grandi en nous disant, tu dois être celle que l'homme va remarquer et vouloir choisir. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est l'homme qui demande. C'est-à-dire que la ouais, femme doit attendre que monsieur veuille bien se décider et tout ça et lui ouais, demande. Donc, on est avec une compétition d'office entre les femmes où on se dit, il faut que je sois la plus belle, il faut que je sois celle qui va remarquer, il faut que je sois maquillée tout le temps. Là, par exemple, moi, j'ai fait, je dirais pas un effort, mais j'ai mis un petit peu de maquillage parce que j'avais une mauvaise ouais. mine ce matin et j'ai essayé de relever un peu de couleur sur mon visage. Mais je dis à ma fille, se maquiller, c'est pas automatique. Tu n'es pas obligée de te maquiller pour être belle. Moi, je Ouais, suis quasiment jamais maquillée. J'ai plein de photos de moi qui ont été prises par des photographes où j'ai pas de maquillage. Il faut que tu t'acceptes au naturel. Si de temps en temps, tu veux rajouter une petite touche pour mettre un peu de couleur, parce que bon, voilà, cet habit-là bleu rehausse un peu mon teint et ça me va bien, tu peux mettre un peu. Mais il ne faut pas se cacher derrière le maquillage en se disant que c'est obligatoire, il faut mettre des mini-jupes, il faut mettre des talons hauts. Non, moi, j'ai le nombre de copines que j'ai vues qui ont des orteils tout tordus à force de mettre des chaussures en forme de X, Y, où les pieds n'arrivent même pas à respirer. ouais, Il faut mettre des chaussures confortables. Ça m'est arrivé, j'ai eu un compagnon qui m'a dit, je suis arrivée à un rendez-vous avec des bottes. Et il m'a dit, ouais. moi, je ne sors pas avec les filles qui ne mettent pas de talons aiguilles. Et je lui ai dit, moi, je ne sors pas avec les garçons qui disent des conneries pareilles. Et je suis Bah oui, repartie. bah oui, C'est quoi? Pour carrément. être une femme, pour être un talon aigu avec une mini-jupe, Ouais, c'est comme ouais. si on disait qu'un homme doit toujours être en costard, cravate, hyper bien coiffé, gominé, bien taillé. Non, on est des Non. êtres humains et on peut se mettre en valeur sous certains aspects, mais voilà, autant l'homme que la femme, euh, on doit accepter notre individualité et pas juste s'associer à un sexe. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Bonjour Ambre, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast. Nous sommes très contents de te recevoir au vu de tes activités, de tes évolutions et je sens que ça va être une très belle conversation. Peux-tu, avant de commencer, te présenter à notre audience? Alors oui, je suis donc Ambre Delcroix, je suis journaliste indépendant et je travaille également dans les relations publiques. Là, il y a eu un grand événement qui, je pense, a rendu fier beaucoup de gens à différentes échelles, mais qui nous a fait passer, je pense, un très bon mercredi. Et c'est que le fait que Mbouga ait gagné le prix Goncourt 2021. Comment l'as-tu ressenti ce jour-là? Quelles émotions t'ont traversé et qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Alors moi, j'ai rencontré Mohamed Mbougarsar quand j'étais maîtresse de cérémonie sur le premier salon du livre africain de Paris qui s'est tenu en septembre 2021. Et je n'avais pas conscience en fait de l'ampleur et du talent de cet auteur que Ouais, j'ai découvert par la suite. Et quand j'ai compris qu'il était en lice pour le Goncourt, j'ai décidé de le soutenir et d'écrire un petit article dessus sur mon LinkedIn mhm, pour que mon réseau puisse lui envoyer des bonnes ondes. Et cet article a fait une émulation. J'ai envoyé les photos du nombre de likes. On était, il me semble, sur cet article à 700 likes, wow, 40 000 vues en une journée. Donc, je lui ai envoyé en lui disant que mon réseau était derrière lui et qu'on le soutenait en tant que premier Africain subsahérien mhm, à être en lice pour le Goncourt. Et le jour où il a été nominé, qu'il a reçu ce prix, j'ai eu le sentiment d'avoir toute l'Afrique qui avait une reconnaissance pour le talent. ouais, C'est-à-dire qu'on ouvrait une nouvelle ère et c'est aussi ce que Mohamed Bougarsar veut mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, on ne va plus s'étonner de voir n'importe quelle personne, peu importe son origine, dans toute la francophonie, recevoir un prix d'une telle catégorie. ouais, Et que c'était la concrétisation du fait que, en fonction du talent, on peut se mettre en avant et on peut réaliser des exploits.
que ce n'est ni la couleur, ni l'âge, ni le pays d'origine qui détermine en fait Mhm. Mhm. la capacité d'obtenir un tel prix. Et mon message derrière le post que j'ai fait en soutien à Mohamed, c'était de dire à toutes ces personnes qui se freinent avant même d'essayer en se disant de toute façon, je ne suis pas de la bonne couleur, je ne suis pas de la bonne origine, je n'ai pas le bon nom, ça ne sert à rien d'y aller, que c'est possible. Et c'est ça qui était très touchant dans la réussite de Mohamed, qui a un talent incroyable. Au-delà de ses origines, c'est un auteur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Pour la petite histoire, c'est que j'ai vu ton post LinkedIn avec la photo avec lui, ce qui m'a donné envie d'aller voir qui tu étais et qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir cette discussion-là. Et c'est pour ça que je voulais ouvrir cette conversation par ce petit chapitre Bougar, qui est une personne très talentueuse et très inspirante et ce qui est fou, hein, qui est qu'au début de sa carrière. Euh, J'aimerais te demander comment s'est passée ton enfance et où et quels sont les souvenirs que t'en as gardés. Alors moi, je suis née à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. J'ai été élevée beaucoup par ma grand-mère parce que ma mère travaillait, c'est une petite ville côtière et ma mère travaillait dans la capitale et c'est beaucoup ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Donc la plupart des souvenirs que j'ai, ce sont des souvenirs de moi dans ce petit village euh, où j'y suis pas retournée pendant 28 ans. Wow. Mais j'ai le souvenir de cette maison, de la chambre que je partageais avec ma grand-mère et une dizaine d'autres enfants. Je suis issue d'une famille qui n'était pas très riche. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ma mère devait partir travailler à la capitale. Mhm. Et je m'en rappelle un peu comme une oasis. C'est-à-dire que les souvenirs que j'ai de la Côte d'Ivoire, ce sont des souvenirs paisibles. J'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 6 ans, quand ma mère s'est remariée avec mon père qui m'a adoptée quand j'avais 6 ans, au moment de ce mariage. Et j'y suis pas retournée pendant 28 ans. Mais après 6 ans, je suis arrivée en France et nous sommes repartis pour la Guinée avec Mhm. ma mère et mes 3 sœurs et mon père. Et nous avons également quitté la Guinée pour aller au Mali. Et après le Mali, nous sommes rentrés en France quand j'avais 14 ans, 14-15 ans. Et ça m'a appris à aller chercher une capacité d'adaptation, à découvrir une nouvelle culture, à être curieuse et aussi à être dans la résilience, à me dire, bon, très bien, on doit changer de pays. Je viens à peine d'avoir des amis que je connais depuis 4 ans, avec qui je tisse des liens. Et il faut que je laisse ces amis derrière moi pour arriver dans une nouvelle école, avec une nouvelle culture et redécouvrir de nouvelles personnes, aller vers les gens. Je pense que ça m'a aussi appris ça, à aller vers les gens. Et les différents pays dans lesquels j'ai été en Afrique, je pense, m'ont aussi appris à négocier parce que sur les marchés africains, euh, surtout quand on a une peau mixte comme ça, il faut apprendre à négocier. Quand tu rentres en France un peu sur la fin d'adolescence, jeune adulte, quelles sont tes aspirations et c'est quoi qui te fait vibrer? Alors, quand je suis arrivée en France à 14-15 ans, j'avais vraiment le sentiment d'être déracinée. C'est-à-dire que je venais en France tous les hivers et tous les étés pour passer les vacances dans la famille de mon père, qui est française. Et quand on est rentré définitivement en France, j'avais le sentiment que ce serait que passager. Mais je me suis quand même adaptée dans une nouvelle école, à rencontrer des adolescents de mon âge. Et c'était très drôle parce que au départ, il y en avait qui me posaient la question de savoir si en Afrique, là où je vivais, on avait l'électricité, si les maisons étaient équipées et isolées. Et moi, je m'amusais à leur faire croire qu'on vivait dans des cases et que parfois on vivait même dans les arbres et qu'on attendait que les touristes passent et nous lancent des cacahuètes. Et certains y croyaient. Donc, je me disais, mais j'ai le sentiment que les gens ici ne se posent pas la question de ce qui se passe ailleurs. Ça, c'était une première adaptation. Et quand je suis arrivée définitivement, j'ai réalisé que j'étais une étrangère pour la plupart des personnes qui étaient là. On me disait, oui, mais Ambre, toi, tu es noire. Et je leur répondais, mais je ne suis pas noire, je suis métisse. Ils me disaient, oui, mais métisse, c'est un peu comme noire. Donc, en Afrique, j'avais ce sentiment d'être pas africaine parce qu'on me disait, oui, mais toi, tu es métisse. Donc, en fait, tu es un peu blanche. Et quand je suis arrivée définitivement en France, on me dit, oui, mais toi, tu es noire. Et c'est là où
j'ai eu ce sentiment que peu importe où j'étais, j'avais pas ma place. Je n'arrivais pas à trouver la place qui était la mienne dans aucune de ces deux cultures. Et comme j'étais en France, il fallait s'adapter. Donc, j'ai recommencé à, plutôt que d'avoir des tresses, je me faisais plutôt lisser les cheveux avec des produits chimiques catastrophiques. Je faisais attention à la manière dont je parlais parce qu'il fallait s'exprimer sans rouler les R. Parce que sinon, voilà, on me disait, oh, mais Ambre, toi, quand tu t'énerves, on dirait que d'un seul coup, ton africanité ressort. Parce que c'est vrai, on a ça en nous, c'est la double culture. Parfois, quand on s'énerve, je disais, hé, toi là, faut me laisser tranquille. Hein. Voilà, donc ça ressortait. Et j'ai appris à me mettre dans ce moule où je devais devenir une plus européenne qu'africaine. Et j'ai commencé à me poser la question de ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, mais je n'avais aucune idée. Je savais que j'aimais l'humain, je savais que j'aimais ce contact relationnel, mais je n'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire en arrivant en France dans mes études. Je me suis un peu laissée guider par les portes qui s'ouvraient et par les notes, les matières dans lesquelles j'avais des bonnes notes. Tu parles d'un sujet qui, qui est vrai et que beaucoup de gens vivent, qui est la mixité. Parce que c'est aussi un problème que j'ai vu au travers de documentaires par rapport aux métis qui vivent aux États-Unis. Ils disaient qu'ils se considéraient noirs, non pas parce que chez les Noirs, ils leur disaient que non, vous êtes métis, donc vous n'êtes pas noir, mais parce que la société, majoritairement, les considérait comme des Noirs. Et du coup, ils avaient que d'autres choix que de se comporter tel quel. Quand on est un peu au milieu de ces deux cultures-là, et que tu dis très bien que à ce moment-là, tu ne trouves, il y a une question de place. En fonction de d'où tu es, on te dit tu n'es pas vraiment d'ici. Comment au final, on se trouve sa place? Parce que pour pouvoir vivre d'une manière équilibrée, il faut avoir une place. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment pu trouver moi la solution parce que ça m'a pris 37 ans pour, par exemple, Waouh. recommencer à assumer mon afro, à m'habiller autrement qu'en portant des vêtements de marque européenne. Et c'est en ayant, je pense, à un moment, la vie m'a rappelé à moi-même. J'ai eu plusieurs vies professionnelles et à chaque fois, je me cherchais. J'ai décidé de repartir en Côte d'Ivoire après 28 ans et que j'ai pris le temps de me poser la question de ma place à cheval entre ces deux continents. Avant, je laissais la vie me balloter. Et c'est vraiment quand je me suis retrouvée dans les difficultés que j'ai pris le temps de me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je changeais de métier tout le temps. Pourquoi est-ce que travailler dans le chocolat ou travailler pour Google, ça ne me motivait pas? Qu'est-ce qui me plaisait en fait? Et j'ai réalisé que ce qui me plaisait, c'était d'associer ces deux connaissances que j'ai culturelles pour partager le meilleur de ce que j'ai appris dans chacun d'eux. Retour en Côte d'Ivoire au bout de 28 ans. Comment ça se passe? Comment ça se vit? Ah, c'est un choc parce que j'ai l'impression de redevenir cette petite fille qui revoit ce monde qui avait l'air si grand, mais avec des yeux d'une adulte qui comprend les choses différemment. Et puis, je pense que je réalise aussi certaines choses que je ne comprenais pas, qui viennent de blessures que j'ai pu vivre en Afrique, soit déjà par le déracinement, mais aussi par certains réflexes de la culture africaine que j'ai eu là-bas et que j'ai perdu en étant ici. J'ai des souvenirs qui me sont revenus. C'était vraiment une claque, mais qui m'a fait du bien et qui m'a convaincue dans le fait que j'ai vraiment envie de pouvoir apporter à l'Afrique un juste retour de ce qu'elle m'a donné en m'élevant, entre guillemets, pendant 15 ans. J'ai versé mes petites larmes quand même, je dois le dire. Et ça fait partie d'une belle histoire. C'est un peu une boucle voilà, qui revient, pas se fermer parce que c'est pas la fin, mais quand même qui revient un peu à son point de départ. Quand tu es là et que tu es obligé, entre guillemets, de réapprendre ta culture, parce que tu viens de là et quand tu as cet œil-là, parce qu'on est dans des pays, entre guillemets, pas pauvres, enfin, j'aime pas ce mot pauvre,
mais où nous ne sommes pas les plus développés. Et tu en parlais tout à l'heure de marchander, où on négocie souvent. Et c'est quoi ce sentiment-là d'avoir l'impression que tout le temps, que tout le pays veut t'avoir? Tout le pays veut, je sais pas, sur acheter un truc, ils vont vouloir te multiplier le prix par trois, ou etc. Comment on le vit quand, mais moi, je viens d'ici. C'est vrai qu'au départ, moi j'en rigolais parce que je me disais, je voyais les dames sur les marchés qui multipliaient les prix et je rigolais, je les laissais finir leur proposition en disant, ah oui, mais ma sœur, tu vois ça? Non, non, ça c'est de la très bonne qualité, c'est ceci. Et elle me donnait 3 fois le prix. Et en fait, je pense que je me remettais en mode Ambre l'africaine et je disais, hé cousine, toi aussi. Moi, je suis née ici, hein. Je connais ça là, c'est pas le prix. Et du coup, elle disait, non, tu connais, voilà, non, bon, c'est vrai, bon, comme c'est toi, voilà, je vais te faire le prix que tu veux. Dis-moi combien tu veux payer. Donc, et c'est le jeu, c'est-à-dire que l'être humain est comme ça. Il nous voit arriver avec notre différence, parce que même si je suis métisse et que je suis née en Côte d'Ivoire, j'y allais avec des tenues vestimentaires et un comportement qui montre que j'ai été aussi éduquée ailleurs. Et même dans ma façon de parler, je parle plus avec ces mimétismes que j'avais quand j'étais plus petite. Et ils nous voient arriver avec des yeux où ils nous positionnent presque automatiquement comme des personnes qui ont beaucoup plus de moyens qu'eux. Donc, pas tous, je ne dis pas qu'à chaque fois c'était automatique, mais parfois l'être humain, quand on sait qu'on peut avoir plus, eh bien, on va vouloir avoir plus. Donc, moi, je partais du principe que c'était un jeu où ils me voyaient arriver, ils disaient, ah là là, la demoiselle pigeon, on va essayer d'en avoir un maximum. Et en fait, on essayait de trouver un juste milieu. C'est-à-dire, je lui dis, écoute, je sais que ton travail est compliqué. Je sais que là, tu passes ta journée à vendre des mangues ou à porter des noix de coco sur la tête ou à rester au marché. Et je sais que le prix que tu me demandes est beaucoup trop. Voilà ce que je suis prête à mettre. Et en général, c'était plus que le prix normal, mais je partais du principe que c'était le prix juste, que le travail qu'elle faisait méritait ce que j'avais envie de donner, qui était supérieur à ce que les autres allaient payer, mais ce n'était pas grave. Tu dis que tu es souvent des petites dames et ça me fait sourire parce que c'est souvent les plus courageuses qui font et on le voit d'un point de vue sociétal, que certaines charges retombent plus souvent sur les femmes. Et pourtant, on est sur des sociétés où souvent, c'est pas elles qui ont la meilleure place. Comment toi, tu as ta vision sur la place de la femme dans les sociétés africaines et entre guillemets un comparatif, toi qui as un peu les deux pieds dans les deux en termes d'origine, comment tu vois la place de la femme et dans ces deux sociétés, s'il y a des similarités ou même des différences? Je pense qu'en fait, la place de la femme en Afrique est en train de changer. De plus en plus de femmes se battent pour avoir accès à l'éducation, aller jusqu'au bout. Et peut-être je ne sais pas si c'est grâce au retour de la diaspora ou grâce à la mise en avant du fait de l'importance de l'éducation des deux sexes, les femmes vont de plus en plus à l'école et les femmes font des études de plus en plus longues et font de plus en plus attention à leur maternité, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir des enfants trop jeunes et elles se donnent le droit d'exister en tant que professionnelles et pas simplement mères. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'investissements qui sont faits pour une égalité de l'éducation entre les deux sexes en Afrique. Beaucoup de fondations, donc de personnes avec qui je travaille, pour ne citer que Women in Africa, pour citer la fondation CEFIS en Côte d'Ivoire. Ce sont des fondations qui s'investissent pour que la femme prenne conscience de ses capacités, prenne conscience du fait qu'elle a aussi des droits et qu'elle n'est pas obligée de se limiter à être une personne qui va se marier, avoir des enfants et rester à la maison. Et ça, c'est en train de changer en Afrique. Moi, je m'en rends compte à travers les femmes aussi avec qui je suis en relation. Les femmes sont brillantes et aujourd'hui, on leur laisse la place. Il faut peut-être continuer un peu à se battre pour leur donner accès aux tables de décision, mais la femme se rend compte qu'elle peut y arriver et qu'elle veut y arriver. Et ça, c'est important. Et en Europe, depuis longtemps, les mentalités ont changé.
Et les femmes accèdent de plus en plus à l'éducation. Elles ont conscience du fait qu'elles peuvent accéder à des métiers qui étaient réservés aux hommes avant, c'est-à-dire les métiers scientifiques. On voit des femmes pilotes, on voit des femmes scientifiques. Et ça, c'est un très bel exemple qui est aujourd'hui donné aux générations futures. C'est-à-dire que ces jeunes filles qui vont grandir en voyant, et moi c'est pour ça aussi que je me bats, je pense que ça me fait une force parce que j'ai 2 enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 5 ans, et j'ai envie de leur montrer à eux que maman n'est pas qu'une mère, même si on a encore beaucoup de la charge mentale qui est imposée à la femme, c'est-à-dire que, et j'ai posté il n'y a pas longtemps sur mon Instagram, une photo de moi où on me voit avec derrière, on aurait dit que j'étais dans un pressing parce que j'ai tout un tas de linge qui est en train de sécher. Dans le jardin, il y a le vélo, la trottinette, voilà. Et derrière les femmes qu'on est businesswoman qui essayent de faire changer le monde, on a encore pour beaucoup la tâche et la responsabilité de gérer le linge, la cuisine, les enfants. Mais c'est en train de changer. De plus en plus d'hommes s'investissent. Et moi, par exemple, dans mon cas, je suis une maman qui a 2 enfants avec 2 papas différents. C'est-à-dire que j'ai essayé 2 fois et à chaque fois, j'ai changé de partenaire, mais j'ai eu des enfants magnifiques avec. Et ce sont des papas qui travaillent et qui s'investissent énormément pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'on est en garde alternée, une semaine, et chacun, à son tour, pendant une semaine, s'occupe de son enfant. Donc ça, c'est un positionnement qui change aussi. À quel point, même si on n'est plus avec leur papa, qu'on n'est plus partenaire de vie, à quel point c'est important de les avoir aussi, avoir cette référence-là paternelle et d'avoir une relation avec eux. Parce qu'il arrive, je ne vais pas en faire une généralité, que dans des séparations comme ça, l'épouse ou l'époux, en tout cas l'ex-époux, épouse, fasse de son enfant ou des enfants son arme de guerre, son arme de pression, et là où c'est pas sain. À quel point c'est important de ne pas tomber dans ça? Alors, c'est une question qui est vraiment extrêmement importante parce que je pars du principe que l'enfant n'appartient ni à sa mère ni à son père et qu'il a besoin des 2 figures pour pouvoir exister. Et j'en suis un exemple, moi, témoin, c'est que quand je dis que je suis née en Côte d'Ivoire, je suis née à la base d'une maman qui est ivoirienne ghanéenne et d'un père qui est belge. C'est un père que moi, je n'ai pas connu. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés quand ma mère était enceinte de 6 mois et que ce père-là, je l'ai découvert un jour quand j'avais 21 ans, il me semble. J'ai été élevée par un beau-père qui m'a donné tout l'amour et tout ce dont un enfant peut avoir besoin pour grandir, mais j'ai toujours eu ce manque de ne pas connaître mes racines. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça a fait aussi de moi ce que je suis. Ma mère n'a pas gardé de bonnes relations avec cet homme et n'a pas su comment se positionner par rapport à ce monsieur avec qui, bon, elle a eu des rapports, je pense, compliqués. L'être humain est comme il est et être parent, c'est très difficile. Les séparations ne sont pas toujours évidentes, mais ça m'a manqué. Et je me suis toujours juré, peu importe la relation que j'ai avec un partenaire, de ne jamais en faire souffrir l'enfant. Parce que l'enfant ne demande rien. Lui, il n'a pas demandé à être là. Et on ne peut pas se l'approprier et essayer de rentrer en guerre contre le parent opposé en gardant l'enfant pour soi, parce que finalement, c'est l'enfant qu'on fait souffrir. Et moi, je sais que j'ai souffert de ne pas avoir connu cette racine paternelle, même si je ne dirais pas que j'ai manqué d'amour, mais je dirais que j'ai manqué de repères, de pouvoir voir, voilà, je viens de là, et c'est toujours important de savoir de qui on vient. Parfois, le caractère, la personnalité, c'est un peu de génétique, un peu d'acquis. Et moi, j'ai réalisé que j'avais certains comportements et certains aspects de mon caractère qui venaient de cet homme que j'ai rencontré quand j'avais 21 ans. Et donc, pendant 21 ans, j'étais un peu perdue. Et puis, un enfant qui se sent ballotté d'un côté à l'autre, à qui on dit ton père est ceci ou ta mère est cela, finalement, l'enfant au milieu, il souffre plus que le parent opposé. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte que s'il faut un homme et une femme pour faire un enfant, il faut un homme et une femme pour élever et pour donner les bonnes bases à cet enfant. Je sais pas comment ça se fait dans ta tête quand il y a un premier mariage, qu'il y a un enfant et qu'au final, ça se conclut par une séparation. Peut-être qu'on se dit que ah, l'histoire se répète, comment ça va se passer? Vont-ils vivre la même chose que moi? Et au final, ça fait que tu as un comportement qui est différent de celui
qu'a pu avoir ta mère, justement, pour leur éviter de vivre ce que toi, tu as vécu. Et pour rester sur tes enfants, qu'est-ce qu'ils t'apportent à toi? Parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'avait dit un mot très fort en me disant que mes enfants me complètent. Je ne sais pas si mes enfants me complètent, mais je dirais que mes enfants me renforcent. C'est-à-dire on est humain, on a tous des hauts et des bas. Et dans les moments les plus difficiles, je m'accroche en me disant qu'il faut que je continue à me battre pour montrer un bel exemple à mes enfants. Et il faut que je continue à me battre pour leur donner la vie qu'ils méritent. Mais aussi, ils sont mon meilleur miroir. C'est-à-dire que, par exemple, mon fils, quand il avait 2 ans, moi, j'ai pas été éduquée dans une famille où on était violent, pas du tout. Mais en Europe et un peu partout, les enfants, on leur dit, bon, bah, si tu n'arrêtes pas, je vais te donner une fessée. Et ça m'est arrivé quand mon fils avait 2 ans. Et je pense que c'est la première et la seule fessée que je lui ai donnée de ma vie parce que il m'a poussé à bout toute la journée et je n'arrêtais pas de lui répéter, tu vas avoir une fessée, tu vas avoir une fessée. Et au bout d'un moment, j'étais avec un ami qui m'a dit, mais tu sais, si tu lui donnes pas la fessée, il va pas te respecter. J'ai fini par lui donner la fessée et mon fils qui avait 2 ans s'est arrêté. Il m'a dit, mais maman, pourquoi tu me tapes? Tu sais que ça me fait mal. Est-ce que ça te fait plaisir de me faire mal? Et là, j'ai réalisé en fait l'impact de ce geste qui pour moi était anodin parce que bon, j'ai eu des fessées dans ma vie. Ça m'a pas traumatisée. Mais mon enfant m'a mis la limite en disant, écoute maman, là, tu vas sur un chemin qui n'est pas bon pour moi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et souvent, quand je vais pas forcément bien et quand la vie est un peu compliquée, je me rappelle de ce moment-là. Et je me dis, mes enfants sont là aussi pour me montrer que je dois donner le meilleur de moi-même. Et ça m'arrive de leur dire, écoutez, maman, elle est fatiguée. Là, je suis désolée, je suis occupée. Je n'ai pas le temps pour vous ou j'ai beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je suis un peu irritable. Mais mes enfants me rappellent un peu à l'ordre. C'est-à-dire que parfois, ils me regardent et ils me disent, mais maman, tu es fatiguée. Là, tu t'énerves tout le temps. Et je me dis, oui, en effet, ils ont raison. J'ai des soucis professionnels ou j'ai des angoisses qui viennent d'ailleurs. C'est pas à eux de subir ça. Et c'est ce que je dirais, mes enfants, en fait, me renforcent. On arrive un peu sur la fin de cette discussion. J'ai deux questions. D'accord. Quand je t'ai proposé de participer à ce podcast-là, y a-t-il une question qui t'est venue en tête où tu t'es dit par rapport à mon discours qui va me demander cette chose-là? Euh, alors, je pense que j'ai eu plusieurs questions qui sont venues. Déjà, je me suis dit que tu allais me demander comment je faisais pour rentrer en relation avec autant de personnes en étant moi ni enfant de ministre, ni enfant d'ambassadeur, ni CEO d'une grande entreprise. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était de savoir, mais en fait, finalement, qu'est-ce que c'est ma vie et puis pourquoi je suis souvent investie dans tous ces événements et où est-ce que je vis en fait. Parce qu'on me dit, mais Ambre, on te voit en Belgique, on te voit à Paris et de temps en temps, tu postes en disant que tu es à Auxerre ou tu pars en Côte d'Ivoire, mais où tu vis finalement? C'est quoi ta vie? Voilà, donc je pensais que tu me poserais ces deux questions-là. Et ça, c'est la fin parce que quand j'arrive sur cette discussion, j'ai mes questions, mais c'est que la personne a une attente. Donc, je vais te poser ces deux questions-là. Comment tu fais pour entrer en contact justement avec autant de gens, comme tu l'as dit, que tu viens pas forcément de milieux privilégiés qui te permettraient d'avoir ce répertoire-là un peu de naissance, entre guillemets. Je pense que déjà, le fait d'avoir vécu dans différents pays, comme je disais, avec différentes cultures, ça m'a appris à m'adapter. Ça m'a appris à aimer l'humain pour ce qu'il peut m'apporter en tant que personne et pas en tant que PDG ou ambassadeur ou voilà. À vraiment me connecter avec différentes personnes de différentes cultures, de différents horizons, parce que ce sont les catégories de personnes que j'ai fréquentées. Quand je me suis retrouvée maman toute seule avec 2 enfants à charge, sans job et que j'avais un mois pour trouver un emploi au moment où j'ai divorcé, j'ai découvert LinkedIn. À l'époque, j'avais une centaine de contacts sur ce réseau et j'ai vu beaucoup de personnes qui postaient en disant que grâce à LinkedIn, on pouvait développer son réseau professionnel et trouver du travail. Donc pendant un mois, je me suis acharnée à essayer de comprendre comment fonctionnait cet outil
À l'époque, moi, j'avais peur d'écrire puisque, bon, j'ai toujours fait beaucoup de fautes d'orthographe quand j'étais jeune et j'avais peur de me mettre en avant. Mais j'avais compris qu'il fallait le faire, qu'il fallait aller s'exposer, qu'il fallait sortir de sa zone de confort et qu'en faisant ça, on arrivait à attirer les personnes sur nous, sur les compétences qu'on a à partager. Donc, pendant un mois, j'ai lu beaucoup sur LinkedIn, j'ai regardé ce que postaient les gens, j'ai suivi des personnes qui étaient positionnées comme influenceurs et petit à petit, je suis passée d'une centaine de contacts à 10 000 contacts en un mois. Et là, j'ai compris la puissance de ce réseau. Et petit à petit, j'ai mis en place j'appellerais pas ça des stratégies, mais j'ai compris qu'il y avait des méthodologies pour rentrer en relation avec des personnes sans être intrusif et entretenir la relation avec la personne sans donner le sentiment d'être juste opportuniste. Voilà, donc en fait, c'est à travers cet outil que je rentre en relation avec des personnes qui sont des êtres humains et l'être humain est un être d'émotion. Il faut juste comprendre ce que cette personne a à apporter et ce qu'on peut lui apporter pour pouvoir tisser un lien qui va se faire même malgré le digital, qui se transforme après dans la vie réelle. C'est vrai qu'on avait souvent, et de manière générale, beaucoup de gens ont une image assez figée, professionnelle, cordiale de LinkedIn, où c'est cadré, où il faut pas trop parler, faut pas trop s'exposer. Un peu comme on le vivait comme une entreprise, en fait, au final. Alors que LinkedIn va bien au-delà de ça et son positionnement avec ses influenceurs, etc., rentre en fait aussi dans cette logique-là de pousser les gens à se montrer dans leurs compétences et même hors pour justement se construire un réseau d'une manière saine et organique parce que les gens viennent échanger avec toi et après c'est à nous de faire le tri entre guillemets parce que c'est comme dans une société, il y a des arrivistes, des opportunistes et des gens avec qui on peut tisser de vraies relations. Et du coup, la deuxième partie de cette question, c'est où vis-tu et comment ça se passe ton quotidien en fait au final entre tous ces endroits-là, ces mouvements fous. Alors moi, je vivais à Paris jusqu'au premier confinement. Et à la fin du premier confinement, j'ai réalisé que Paris était devenu trop petit pour moi, c'est-à-dire que j'avais besoin d'espace, surtout pour mes enfants. Donc j'ai quitté Paris et j'ai emménagé à Auxerre sans y connaître personne, sans avoir visité même la maison dans laquelle j'habite. J'avais besoin de partir. Et donc on a déconfiné le 11 mai, le 16 mai, j'étais à Auxerre. Sauf que, voilà, Auxerre est une ville très intéressante, mais j'ai pas encore trouvé la possibilité d'avoir les activités que je veux faire sur place, même si la semaine prochaine, j'interviens à la Maison de la Francophonie comme experte sur le sujet des relations internationales que la Bourgogne peut tisser, notamment avec l'Afrique. Donc, ça commence doucement à se mettre en place. Du coup, je suis un peu dans l'obligation de faire des allers-retours entre Auxerre, Paris, où il se passe énormément de choses, la Belgique, où je commence à avoir aussi des attaches. Je pense que c'est ma manière à moi de revenir un peu vers cette origine belge que j'ai découvert quand j'avais 21 ans et de voir comment je peux partager et y apporter aussi ma contribution, faire évoluer les choses, mais beaucoup dans le monde afroprenariat. C'est-à-dire que c'est voir un peu comment est-ce que je peux me connecter à la communauté afro qui se trouve aussi en Belgique et tisser des liens entre la communauté blanche de Belgique et la communauté afro-descendante qui s'y trouve. Et c'est comme ça que je fais un peu beaucoup d'allers-retours. Là, je vais en Côte d'Ivoire au mois de décembre parce que je vais être maîtresse de cérémonie sur un événement. J'y retournerai normalement au mois de mai parce que je serai maîtresse de cérémonie sur un salon du livre. Et je devais aller au Burkina Faso, mais les conditions en ce moment sont un peu compliquées. Donc voilà, aujourd'hui, mon QG, si je puis dire, c'est Auxerre, mais j'essaye de me rendre disponible pour une semaine sur deux, les semaines où je n'ai pas mes enfants, aller dans des destinations où il y a des événements qui sont en relation avec les activités que j'ai. Je voulais te poser cette dernière question parce que j'essaie de créer une chaîne dans toutes mes interviews du mieux que je peux. Maintenant que tu t'es prêté à l'exercice, maintenant que tu cernes un peu plus l'esprit de ce podcast, qui aimerais-tu voir nous raconter son histoire? Je serais très, très, très intéressée par l'histoire de Tion Yang, que vous connaissez certainement, qui est un de vos compatriotes, qui est parti de rien et s'est retrouvé responsable de la campagne électorale
de l'ancien président Barack Obama pour les moins de 45 ans, il me semble, et qui est revenu au pays et qui aujourd'hui œuvre pour apporter la formation, le soutien. Et c'est quelqu'un que j'admire vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense que c'est une des premières personnes que j'ai découvert quand j'ai eu envie de me reconnecter à cette africanité que j'ai. Merci d'avoir participé à notre podcast, de nous avoir accordé du temps. C'était très intéressant et porteur d'enseignement, cette dichotomie que tu as vécue entre l'Afrique, la France, la Belgique, et aujourd'hui voir comment tout ça se recoupe dans ta vie professionnelle, comme quoi il existe très peu de hasard. Et je te laisse le mot de la fin. Je dirais que pour finir, trouver sa place, c'est pas un mot. Enfin, dans la vie, il faut pas attendre de trouver sa place. Je pense qu'il faut la chercher et qu'elle ne tombe pas dessus par hasard. Et pour aller la chercher, ce sont les expériences qui permettent de nous montrer les chemins sur lesquels on se sent bien ou on se sent pas forcément à sa place. Mais il faut quand même faire l'effort d'aller la chercher et il faut travailler sur sa confiance en soi. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est moins bien ou mieux que quelqu'un. La différence, c'est une richesse.